Votre bulletin Infotémis commence ici et maintenant. Cette semaine à Infotémis, lancement du Wikiclub Croissant Boréal, un répertoire des activités hivernales est maintenant offert. Tous les détails de la campagne promotionnelle Solidaire AT, portrait de la situation dans nos écoles, nouvelle réalité des étudiants collégiaux et universitaires et comment combattre les idées noires reliées à la COVID-19. C'est le 26 janvier dernier sur la plateforme Zoom qu'avait lieu le lancement du Wikiclub Croissant Boréal. L'un des objectifs visés est de mieux faire connaître notre territoire en créant des pages Wikipédia dédiées par exemple à des personnalités, attraits ou événements de l'Abitibi-Témiscamingue, du nord-est ontarien francophone et de la baie James. Donc, le Wikiclub, c'est une façon de recruter des contributeurs et des contributrices à Wikipédia qui vont s'intéresser à améliorer les informations, améliorer la qualité et la quantité des informations, je dirais, sur Wikipédia par rapport à notre région. Donc, quand je dis notre région, c'est sûr que nous, là, on est situé, moi, je suis en Abitibi, Lucie est au Témiscamingue, mais il y a aussi des gens, donc la région du croissant boréal là, qu'on a, je vais dire, imaginé, donc regroupe à la fois le nord du Québec, l'Abitibi-Témiscamingue et aussi le nord-est de l'Ontario. Ce que j'ai trouvé intéressant, moi, quand j'ai été recrutée pour ce projet-là, c'est que, premièrement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de choses sur le Témiscamingue. Si on regarde chaque municipalité sur Wikipédia, tu as la population, les élus, et il n'y a pas beaucoup plus d'informations. Il y en a qui en ont plus, comme Témiscamingue, mais sinon, on est quand même dans un ère où le numérique est très, très, très important. Puis vous aurez remarqué, quand vous faites une recherche sur Google, Wikipédia arrive deuxième, troisième dans la liste. Alors, plus on va être représenté, mieux ça va être pour l'accès à notre territoire, l'accès à nos informations. Dans le fond, contribuer à Wikipédia, c'est un peu contribuer à notre mémoire collective, en fait. C'est vraiment ça. Puis, tu sais, au lieu d'écrire un livre, on est tous qu'un auteur s'attarde à écrire un livre sur l'histoire d'une municipalité, d'un territoire, bien, tout le monde ensemble, on peut l'écrire, en fait, puis le retrouver en ligne. Donc, des élèves, des journalistes, justement des touristes, ben, ils vont tous pouvoir trouver cette information-là si tout le monde s'y met en ligne sur Wikipédia. C'est important qu'on fasse partie de ce média-là au même titre qu'un vignoble en France où nos trésors sont aussi dignes de mention que ceux des autres nationalités, des autres pays, et on a l'occasion de le faire. C'est le fait qu'il y a des informations importantes, pertinentes, justes et existantes, soit sur le web, sur nous, sur nos régions. C'est carrément ça, parce qu'actuellement, il en manque énormément. Pour combattre la grisaille de l'hiver, rien de mieux que de mettre le nez dehors. Il est maintenant possible de connaître l'ensemble des activités hivernales offertes sur le territoire grâce à un répertoire qui est maintenant offert à la population, aussi bien qu'aux touristes en visite chez nous. Depuis la première vague de la pandémie au printemps, on avait instauré un comité municipal stratégique pour la suite des activités dans le milieu municipal. Alors, quand la deuxième vague est arrivée, le deuxième confinement est arrivé, on a réactivé le comité. Ce sont les membres du comité qui ont souligné que si on avait une meilleure connaissance des activités qui ont cours sur le territoire, qui sont disponibles et accessibles pour la population, ça faciliterait les choses pour tout le monde. Alors, le comité l'ayant déterminé, nous avons mandaté 2 personnes de notre équipe, en fait, Catherine Drolet-Marchand, qui suit les activités du comité et qui s'est fait accompagner de Sabrina Tremblay. Les 2 personnes ont complété dans un temps record. Elles ont fait ça en quelques jours. Elles ont fait un tour de piste complet de ce qui s'offre comme activité hivernale extérieure sur le territoire témiscamien. On y trouve, dans le répertoire, on y retrouve toutes les informations relatives, par exemple, aux activités, où elles se tiennent, comment s'y rendre, où sont les stationnements à proximité, est-ce qu'il y a des frais ou pas, est-ce qu'il y a possibilité de louer des équipements
Et dans certains cas, on identifie même le genre de clientèle. Par exemple, des glissades qui vont s'adresser plus aux enfants de 10 ans et plus ou des glissades qui vont s'adresser aux plus petits, aux plus jeunes. Donc, le répertoire est assez complet et on le constate. On a un très grand terrain de jeu au Témiscamingue. Il y a énormément d'activités qu'on peut faire ici. On peut faire des activités pendant 3 semaines de temps et ne pas faire la même activité à chaque jour. Alors, je pense que c'est une initiative qui est très bien reçue en ce moment par la population. Puis quand on a eu l'annonce du confinement qui se poursuivait jusqu'au 8 février, mais on s'est juste ensemble, on a fait un brainstorm de qu'est-ce qu'on peut faire pour offrir plus de services à notre population, étant donné qu'on devait maintenir notre aréna fermée. Fait que c'est tous les directeurs ensemble qu'on a fait un brainstorm, puis il y a eu l'idée de l'anneau de glace. Donc, moi, c'était juste de mettre ça un peu en prendre, de voir tout ce que ça prenait pour y arriver, puis de coordonner tout ça. Mais c'est pas mal ça, c'est vraiment un travail d'équipe. À fond, on est allé presque au maximum de ce qu'on pouvait prendre comme espace dans le stationnement de l'aréna. On a 175 mètres au total. Donc, on est un petit peu à côté. Il fallait laisser l'espace pour les voitures, les camions, de déchets, de propane pour les employés aussi. Donc, il fallait laisser un espace pour passer. Mais cet anneau-là va être aussi aménagé suite à la réouverture de l'aréna. On va la maintenir ouverte pour toute la saison jusqu'à la fin, probablement au mois de mars. L'anneau de glace à Ville-Marie, c'est une vraie belle découverte. On sait qu'il y a un sentier de glace à Guérin qui est aussi disponible. Je me promets bien de l'essayer dès la semaine prochaine. Les glissades sont très populaires partout. Les sentiers de ski de fond sont très appréciés partout, autant à Duhamel-Ouest qu'à Notre-Dame-du-Nord actuellement. Alors, non, je pense qu'il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les niveaux de difficulté, il y en a pour tous les types de moments dont on dispose. À proximité de chez nous, il y en a toujours. Qu'on soit à Moffett ou qu'on soit à Témiscamingue ou qu'on soit à Ville-Marie ou qu'on soit à Notre-Dame-du-Nord, il y a des activités qui sont disponibles partout, accessibles rapidement pour la population qui est de proximité, pour la découverte pour toutes les autres populations qui doivent se déplacer un peu plus. Je pense que c'est une vraie belle offre qu'on met de l'avant actuellement sur le territoire. J'ai très bien accueilli l'outil que Catherine Drolette-Marchand a très bien fait. D'ailleurs, c'est très bien fait. Ça prend quelqu'un qui fait la promotion de tous les sentiers au Témiscamingue, de toutes les activités et attraits. On en sort comme citoyen que grandi puis choyé parce que j'aurais peut-être pas été faire un tour à Guérin pour voir qu'est-ce que je pouvais faire la fin de semaine, mais là, je sais qu'il y a un sentier là-bas aussi. Je sais qu'à Témis, il y a un sentier de ski de fond maintenant qu'on peut aller faire, mais je ne le savais pas avant. Donc, c'est super cet outil-là. Puis je pense qu'on devrait en avoir toujours, même pour les activités estivales, ce serait pertinent d'en avoir un outil comme ça. Donc, bravo à la MRC d'avoir pris cette initiative-là. La pandémie ouvre des opportunités comme celles qu'on voit là avec le répertoire. La pandémie ouvre des opportunités de mettre en lumière notre territoire. Et je peux parier qu'on va maintenir et qu'on va continuer de bonifier ce répertoire-là. Il est très apprécié. Je pense que ça le démontre. On a un très, très beau terrain de jeu au Témiscamingue. C'est le temps de confinement. Tout le monde, on pourrait rester les bras croisés puis attendre que ça passe. Mais on voit plein de petites initiatives à gauche puis à droite, des concours de sculpture, une glissade par-ci, une glissade par-là, des sentiers de ski de fond qui apparaissent. Moi, je trouve ça vraiment génial. Puis je pense que pour nos citoyens du Témiscamingue, si on veut rester attrayant, ça prend un plus. Puis il faut que tout le monde mette un peu la main à la pâte pour en offrir plus à nos citoyens. Puis c'est ça, dans le fond, avoir plus de services, c'est aussi plus de qualité de vie, puis plus de gens heureux qui décident de rester ici. Afin de démontrer notre appui aux commerçants de la région, Tourisme Abitibi-Témiscamingue a mis en place la campagne promotionnelle Solidaire AT. Tous les détails de cette campagne avec Martin Poitras, directeur marketing pour Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Depuis la pandémie au printemps dernier, force à admettre qu'on devait se motiver, se retrouver en tant que citoyen de l'Abitibi-Témiscamingue. Et par cause, Tourisme Abitibi-Témiscamingue, des petits gestes, c'était de trouver des façons d'encourager l'achat local. Donc, le mouvement Solidaire AT, si on veut, a pris un sens à ce moment-là. Nous, Tourisme Abitibi-Témiscamingue, notre mandat premier est de faire la promotion de la région à l'extérieur de l'Abitibi-Témiscamingue.
Donc, avec cette pandémie-là, nous, on travaille avec le ministère du Tourisme. On a des enlignements qui viennent du ministère et ben, c'était conseillé, dans le fond, justement, de parler aux gens de la place, de vraiment de profiter de ce qu'on pouvait faire, sachant qu'on ne pouvait pas sortir de notre région, voir vraiment les activités en question. Donc, c'était carrément une invitation. Et c'est encore une invitation à ce jour. Là, on vient on est nommé zone orange. On va continuer notre promotion comme ça. On sait que là, on est ben, forcément l'hiver. La motoneige, normalement, on a beaucoup de motoneigistes qui arrivent d'ailleurs. Mais là, ce ne sera pas le cas. On veut être vraiment prudent. Je pense que cette pandémie-là nous montre à quel point que c'est important de se regrouper en tant que citoyen, comme communauté en Abitibi-Témiscamingue. Puis, ben, on espère de faire voir la région aux gens qui pensaient qu'ils avaient tout vu, mais finalement, il y a une offre importante touristique en région. On peut être fier. Les fins de semaine, promenez-vous, allez voir ce qu'il y a à faire. On a 2 parcs nationaux, on peut faire de la glissade, du ski de fond. On a aussi un outil qui est super important qui va gagner à être connu, qui s'appelle Accès plein air. Accès plein air, ça nous donne accès à l'arrière-pays de l'Abitibi-Témiscamingue dans une région éloignée comme la nôtre. On s'aperçoit qu'on a tout ce qu'on a besoin ici. On est tout d'un coup, je pense qu'on a senti que les gens étaient fiers aussi de dire qu'ils venaient de l'Abitibi-Témiscamingue. En tout cas, dans notre cas, on le sent beaucoup. Ça revient à ça. Ça revient à encourager. Et je pense que c'est d'épauler, d'être en appui. Ça coûte rien, puis c'est de montrer un petit geste d'appui. Ce que je veux, là, c'est je veux inviter tous les gens de l'Abitibi-Témiscamingue d'en profiter. On a une belle hiver encore devant nous. On devient une zone orange, donc on peut en profiter. Je pense qu'aller jouer dehors, aller en profiter, il y a vraiment plein d'activités. Puis là, dans le fond, aller prendre de l'air tout le monde. Au retour des vacances de Noël, les élèves du primaire et du secondaire du Témiscamingue ont dû s'adapter à plusieurs changements reliés aux mesures sanitaires de la COVID-19. Portrait de la situation dans nos écoles en compagnie de Marie-Hélène Brault, directrice adjointe des écoles Marcel Raymond et Rivière-des-Quinze, et Nathalie Simard, directrice de l'école Saint-Gabriel. Donc, au primaire, bon, c'est le port du masque, je te dirais, pour les élèves de 5e et 6e année, puis dans l'autobus pour les plus jeunes aussi. Donc, ça s'est quand même bien installé, je te dirais, parce que là, ils retrouvaient leur modèle puis tout ça. Au secondaire, ça a demandé la semaine dernière, je dirais, une course folle dans les écoles pour revoir les horaires, pour revoir les pauses, pour revoir... ça a été beaucoup de planification. Donc, les élèves sont arrivés lundi matin, ceux que l'école commençait lundi. Je pense qu'il y a à La Tulipe qui ont commencé mardi. Mais La Tulipe, l'école est plus petite, donc le transfert se faisait bien. Dans les grosses écoles, ce qui était la grosse préoccupation, c'est que les jeunes doivent porter le masque dès le départ de la maison et c'est des masques chirurgicaux, donc les masques de papier. Fini les masques en tissu. Bien, c'est sûr qu'en janvier, ce qu'on a dû changer, c'est au niveau de la salle à dîner à la cafétéria. Parce qu'au départ, ça devait être 1 mètre entre les groupes classes. Là, c'est tombé parce qu'on est en zone rouge à 2 mètres. Fait qu'il aurait fallu faire le plan de la cafétéria pour resituer. Tu sais, moi, j'ai un groupe d'élèves, mais il faut que je mette 2 mètres entre les autres groupes. Fait qu'on a tout refait le plan de classe, le plan de la cafétéria. Ce qui m'a amené, par contre, j'ai 2 classes qui doivent dîner dans les classes parce que j'avais déjà 3 temps de dîner. Fait que je ne voulais pas rajouter un 4e temps de dîner parce qu'à un moment donné, ça bouge beaucoup dans les horaires. Fait que il y a 2 classes qui ont accepté que leurs élèves mangent dans les classes. Puis on sait qu'il y a des consignes qui vont changer parce que les gens vont réfléchir ou les gens vont faire « non, ça s'adapte moins bien ». Fait qu'on est comme habitué depuis mai à avoir plein de consignes qui changent, mais on s'adapte, puis on vire de bord sur un dixième. On est rendu excellent pour ça. Ce qu'on remarque, puis c'est drôle, on avait une rencontre hier, c'est que les élèves collaborent très, très bien. C'est surprenant. Moi, je suis fascinée de voir comment en région, comparé à d'autres, nos élèves sont bons. Ouais. Des élèves pas bons, là, on en a quelques-uns, mais la majorité, c'est exceptionnel. Fait que ça, je leur lève mon chapeau parce qu'on leur demande, tu sais, on dit qu'il faut se revirer de bord vite là, avec la COVID, mais ils sont bons, nos élèves. Je pense que les enfants, les parents les avaient bien préparés aussi avant d'arriver et les enseignantes ont pris le temps de leur réexpliquer pourquoi. Fait que c'est plus cette partie-là, puis c'est sûr qu'il faut des fois faire des petits rappels, là, c'est normal, mais même comme adulte, on doit se faire des rappels. Fait qu'on en fait aussi aux enfants, mais dans l'ensemble, il y a une belle...
les enfants adhèrent bien. Chapeau à tout le monde. Puis on est une région qui travaille fort puis qui est soudée. Puis je pense que ça paraît en éducation. On a très peu d'élèves qui ont décroché vraiment. On en a, mais ça aurait été peut-être d'autres facteurs qui auraient fait qu'ils auraient décroché. En éducation, on a dû avancer beaucoup plus vite. On est fatigué. Moi, je vois du monde là, que ça ne prendrait pas grand-chose qui tombe, mais on est une équipe à la commission scolaire, puis tout le monde s'encourage, puis tout le monde est là en arrière, puis on encourage les élèves, mais on encourage le personnel. Fait que, tout ça fait en sorte que je trouve qu'on s'en tire bien au Témiscamingue. Je vais juste féliciter nos élèves et nos enseignants, tous, mais nos membres du personnel pour vraiment cette adhésion-là et cette capacité d'adaptation-là qui est exceptionnelle. Je pense qu'on le dit, mais je pense que ça vaut la peine qu'on le répète régulièrement. Je leur dis puis je leur répète, mais je pense qu'ils ont besoin de savoir que c'est très apprécié. Tout ce qu'ils sont capables de faire là, au quotidien, là, c'est un chapeau. S'il y a bien une tranche de la société qui a dû s'adapter aux nouvelles réalités de la COVID-19, ce sont les étudiants collégiaux et universitaires. En effet, fini les rassemblements en équipe pour faire des travaux. Les cours en classe ont été remplacés par des cours virtuels. Laurence Bonneau et Thomas Gabriel Roy se confient sur leur nouvelle réalité. Fait que mon nom, Laurence Bonneau, je suis étudiante à l'Université du Québec à Trois-Rivières et je suis étudiante en fait dans le programme d'enseignement préscolaire et primaire. Et moi, je m'appelle Thomas Gabriel Roy et j'étudie au doctorat en médecine à l'Université Laval. Quand je suis arrivée à l'université, en fait, je connaissais personne, il n'y avait pas d'initiation, on ne pouvait pas vraiment faire de souper. J'ai un cours en présentiel. Je me considère chanceuse. C'est un cours qu'on profite beaucoup. On est 8 dans notre classe, ça c'est vraiment pas beaucoup, mais on en profite au max. Là. On fait des liens avec les personnes, puis on communique beaucoup. Mais sinon, en ce moment, côté scolarité, c'est presque tout à distance. Moi, j'ai commencé la pandémie, j'étais encore au cégep. Alors, j'ai vraiment vu c'était quoi le clash avec qu'est-ce qu'on avait avant. Ça paraissait qu'on tombait dans une nouveau parce qu'il y a vraiment eu une grosse période d'adaptation, autant pour les profs que pour les étudiants. Mais sinon, à l'université, j'ai commencé en septembre, en août-septembre, à l'automne passé. Fait qu'ils ont quand même eu une couple de mois pour s'ajuster, puis tu voyais vraiment qu'on était déjà mieux sédopés. Là. Mais ça a été une adaptation juste d'être tout seul. Tu sais, j'ai un coloc en appartement. Fait que c'est sûr qu'on n'est pas tout seul isolé, mais de ce côté-là, ça a été dur, je dirais, le contact social à s'adapter. Au niveau scolaire, ça a été dur aussi de tout faire à distance, les travaux, les lectures. On n'a plus de papier, hein, on n'a plus de concret, on n'a plus de toucher, puis ça, je trouve ça dur. Mais sinon, je dirais, tout a été une adaptation. La grande ville, tu sais, moi, j'arrive dans une grande ville, je viens du Témiscamingue, puis là, j'arrive dans une grande ville, que là, c'est la COVID, puis c'est comme super intense, fait que j'ai trouvé ça dur, mais je dirais que tout a été une adaptation, toute ma vie au complet. Moi, honnêtement, les cours à distance, j'adore ça parce que moi, je suis quelqu'un de visuel dans la vie, puis la manière qu'ils présentent ça, c'est soit par Zoom ou par Adobe Connect, une plateforme que l'Université Laval utilise. Fait que dans le fond, moi, je suis sur ma tablette les notes de cours en PowerPoint, puis le professeur, il partage son écran sur l'ordinateur, fait que tout suit, mais nous, on est beaucoup parce que par classe, on est 220. Toute la cohorte, dans le fond, de médecine suit le cours en même temps, fait qu'il n'y a pas de caméra ouverte, puis il n'y a pas vraiment d'échange avec le professeur. Fait que le professeur, il est là, il fait son speech. Nous, on suit à notre rythme, dans le fond, parce qu'on peut, toutes les cours sont enregistrés. Donc, on peut les réécouter comme on veut. On peut les mettre en vitesse x2. On peut skipper des bouts, revenir en arrière. Fait que, honnêtement, moi, j'adore ça. Là. Personnellement, par Zoom, je vais être honnête, je déteste ça. Puis, je suis vraiment quelqu'un qui a le contact facile, qui est sociable, puis qui a besoin de son monde. Fait que d'être par Zoom, de ne pas savoir à qui j'ai affaire en avant de moi. On voit juste, tu sais, comme là, on voit juste les têtes, on ne voit pas le physique, on n'a pas de contact réel avec l'humain. Moi, j'ai trouvé ça très dur. Surtout, je dirais, mon programme, justement, l'enseignement, je trouve ça dur parce que enseignement primaire, tu sais, on se doute on est des personnes avec plein de vie, plein d'enthousiasme, plein de dynamisme aussi. Fait qu'on ne peut pas partager ça à travers Zoom. Dans une classe, on a toutes les interactions avec les étudiants, avec l'enseignant aussi. On a les fous rires, ces trucs-là, mais sur Zoom, on n'a rien. On a juste le visuel, puis on voit une personne à la fois dans l'écran. Fait que je trouve ça vraiment dur. La concentration est moins là. Ma motivation, honnêtement, elle
elle a mangé une shot, là, si je peux dire ça de même, parce que je trouve ça dur de se motiver quand, avec des amis, on se dit « OK, guys, on se rejoint à tel café, à telle heure, on va faire nos travaux, ça va bien aller. » Là, c'est pas ça. Là, c'est « OK, on va se rejoindre sur Zoom à 7 heures, puis on va essayer de faire deux, trois travaux. » Fait que non, je trouve ça dur. Ben, l'aspect, tu sais, il faut vraiment que tu sois beaucoup autodidacte, puis que tu sois très organisé parce que, veux pas, ça change la dynamique quand tu es en classe, puis tu es comme obligé de suivre, puis tu arrives chez vous, puis c'est des capsules que tu regardes quand tu as le temps, quand tu veux. Tu sais, veux pas, faut que tu apprennes à te motiver davantage, là. Je te dirais que chez certains, c'est plus acquis que d'autres. Fait que ça peut représenter un facteur qui rend l'adaptation difficile, mettons, là, selon moi. Là. Côté études ou peut-être la vie universitaire en général, je trouve ça dur de ne pas avoir vécu encore ma vie universitaire. Tout le monde me disait, tu vas voir l'eau, tu vas triper, surtout à Trois-Rivières, le monde est fin, tu vas aimer ça, tes cours, les profs, les sorties au bar, tout ça. Tu sais, c'est vraiment un ensemble, je pense, de vie universitaire que je ne connais pas encore, que j'ai hâte de connaître. Côté scolarité, ce qui me manque le plus, c'est vraiment les individus, genre l'être humain en tant que tel, là, ça me manque. Là. Je te dirais décidément, c'est l'aspect social, là, de pouvoir être avec les autres puis de pouvoir... tu sais, pas, on a des petits groupes Zoom, là, mais ça rend vraiment pas justice à c'était quoi des vrais travails d'équipe dans une classe puis dans des locaux puis de voir les gens puis la vie sociale qui suit la vie universitaire. Là. Le meilleur grand côté, je te dirais, là, c'est que je puisse rester au Témiscamingue pour pouvoir quand même étudier mes cours en parallèle, surtout dans le contexte de pandémie où est-ce qu'on est, veut pas, plus épargné que les grands centres. Là. Ça permet de, tu sais, je veux dire, si j'étais à Québec, ben les choses à faire sont pas mal limitées, compte tenu que tout est fermé puis que tu peux pas voir personne, tandis qu'ici, tu sais, veut pas, on est dans un territoire qui est un petit peu plus grand, il y a moins de gens pour plus d'espace, fait que tu te sens moins oppressé, selon moi. Là. En ce moment, là, si c'était pas de tout, mon cours en présentiel ou de mes pratiques de volley qui vont probablement recommencer, je donnerais tout pour retourner au Témis, de voir mon monde, d'avoir cette proximité-là avec les gens, puis d'avoir l'opportunité aussi de pouvoir continuer de faire des activités, parce qu'on s'entend qu'au Témis, ils ont été moins pénalisés quand même que les grandes villes, quoique les grandes villes, c'est quand même à cause d'eux autres qu'on a été en confinement. Mais je pense que je dirais de continuer de prendre les mesures nécessaires puis de faire attention parce qu'à un moment donné, on va l'avoir, ce virus-là. Puis si on veut que les personnes, justement, reviennent au Témiscamingue puis qu'ils fassent leur job puis tout, ben il faut continuer de même. La pandémie mondiale affecte le moral d'une grande partie de la population. Il est possible que la situation actuelle reliée à la COVID-19 entraîne sur l'eau d'idées noires chez l'un de vos proches. David Rollin, intervenant au groupe Images, et Linda Cloître, directrice du Centre de prévention du suicide du Témiscamingue, nous en disent plus long à ce sujet. Bien, d'abord, c'est normal qu'on vive dans une période un petit peu plus anxiogène. Tu sais, il y a 3 éléments qui viennent faire en sorte qu'il y a plus d'anxiété. On parle, tu sais, c'est un phénomène de nouveauté. C'est une situation qu'on n'a jamais vue. C'est une situation qu'on a très peu de contrôle dessus. Et finalement, ben, c'est une situation qui est pleine d'imprévisibilité. Fait qu'on ne sait pas quand on va être déconfiné. On sait très peu de choses présentement. Puis ces 3 éléments-là font que l'anxiété augmente davantage chez presque tout le monde. Il y en a qui sont mieux outillés pour le gérer, mais dans les trucs qu'on peut vous donner, c'est de rester occupé. Essayez de vous tenir un journal de bord, préparer vos activités d'avance. De continuer à ne pas s'isoler, à se réseauter, c'est une belle façon. Je le sais, là, vous allez me dire, oui, mais on peut pas rencontrer des gens. Non, mais le bon vieux téléphone fonctionne encore. Là, on a la chance, pour ceux qui ont la chance d'avoir l'Internet à la maison, je le sais qu'on a encore des problèmes de connexion au niveau du Témiscamingue dans certains secteurs. Mais il y a aussi cette opportunité-là avec Messenger. Il y a plusieurs plateformes qu'on peut utiliser pour se faire des soupers virtuels. Il y a beaucoup, beaucoup de créativité dans la dernière année là, qu'on a vu apparaître. Là, des soirées de filles en Zoom. On voit passer ça sur nos médias sociaux.
il faut les utiliser. Tu sais, même si on se dit, ouais, mais c'est pas la même chose, je le sais que c'est pas la même chose. Je sais qu'on a hâte de pouvoir vraiment côtoyer nos proches. Mais en attendant, du moins, ben, ça vient nous aider, là, même si c'est pas. Même si ce n'est pas habituel, ce n'est pas ce qu'on connaissait avant. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire? Socialiser. C'est sûr que là, on est limité dans nos moyens socialisés, mais on peut toujours le faire par Zoom, Messenger. Moi, ce que j'entends beaucoup des gars qui passent dans mon bureau, c'est « j'ai peur de déranger ». J'ai peur de déranger des gens parce qu'ils ont des vies, mais je l'entends assez couramment que je peux me dire « ça vaut la peine ». Des fois, juste un petit message sur Facebook ou un petit appel de dire « hey, comment ça va ?» Puis, à l'inverse, si vous connaissez des gens qui sont seuls, prenez le temps de leur laisser un petit message, juste comment que ça va. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Juste de garder le réseau social actif comme ça. Tout changement dans la personnalité ou dans le comportement de votre proche. Tu sais, dans le fond, là, vous êtes les personnes qui les connaissez le mieux. Tu sais, est-ce que cette personne-là, habituellement, est très sociale, donne des nouvelles, participe aux activités, est toujours intéressée par les autres, et que là, il y a un désintérêt, on ne la voit plus se connecter avec nous, elle ne nous appelle plus, elle ne répond pas à nos messages textes ou moins souvent, tu sais. Tout ce qui est un changement dans le comportement, tu sais, c'est toutes des petites pistes qui nous donnent, dans le fond, une idée de ça se peut qu'elle n'aille pas bien. Le mot-clé, c'est vraiment le changement de comportement. Quand on observe, je ne sais pas, quelqu'un qui est tout le temps de bonne humeur, qui est un bout en train, qui aime faire des blagues, puis soudainement, c'est plus ça, c'est complètement l'inverse. C'est quelqu'un de renfermé sur lui, de triste, avec le moral bas. Ça peut être la même chose avec, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui est très, très calme, normalement, puis soudainement, il devient irritable. Il devient, pour des petites affaires, son niveau de tolérance ne sera pas élevé, donc il peut se fâcher pour des banalités. Toi, tu dis, OK, l'irritabilité vient d'augmenter. C'est un signe que ça peut aller moins bien. Oui, ben, en région, ici, on a beaucoup de ressources quand même qui peuvent aider. Bon, c'est sûr que nous, au Dopimage, on a des intervenants sur place, on a des surveillants 24/24, donc vous pouvez nous appeler. Après ça, nous, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, comment on peut vous aider. C'est sûr qu'il y a le centre de prévention de suicide aussi, ici au Témiscamingue, qui peut vous aider ou aider les proches. C'est sûr, médecin de famille, urgence, centre de santé, allez cogner à des portes. Ici, en région, il y a évidemment le centre de prévention du suicide où vous pouvez téléphoner. Évidemment, on n'est pas 24 heures sur 24. Des fois, on est à l'extérieur, mais il y a d'autres ressources, par contre, qui sont 24 heures sur 24. Donc, peu importe si c'est le soir, le samedi, le dimanche, il va y avoir des intervenants. Il y a la ligne 1866-appel, dans le fond, qui est le 1-866-277-3553, qui est une ligne provinciale. Fait que peu importe t'es où au Québec, si je suis au Témiscamingue et que je compose cette ligne-là, c'est un intervenant qui est à Malartic qui va me répondre, qui couvre, dans le fond, toute la Abitibi-Témiscamingue, puis qui va pouvoir m'aider. Soit parce que j'ai un proche qui ne va pas bien, soit parce que je ne vais pas bien. Donc, c'est vraiment là offert pour les proches et les personnes qui vont moins bien. Si je suis à Gatineau, c'est le centre à Gatineau qui va nous répondre, ainsi de suite. Là. Si je suis à Montréal, ça va être à Montréal. Donc, c'est vraiment une ligne qu'on peut utiliser partout au Québec. Et il y a aussi la ligne 811 qui est l'info sociale, info santé. Donc, on fait 811, ça va être l'option 2, info sociale, où il y a un intervenant également qui peut vous répondre en tout temps. Voilà ce qui complète le bulletin InfoTémis pour cette semaine. Je vous invite à suivre notre page Facebook pour voir nos reportages en primeur ainsi que du contenu exclusif chaque semaine.